Bonsoir, cher auditeur, et bienvenue dans notre petite havre de paix historique. Alors que le monde moderne continue sa course effrénée autour de nous, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer doucement les yeux et à entreprendre avec moi un voyage dans le temps, vers une époque lointaine où la médecine était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire est conçue pour vous aider à vous détendre, à laisser votre esprit vagabonder dans les méandres de l'histoire, et peut-être même à vous accompagner doucement vers le sommeil. Un moment de calme et d'évasion dans notre quotidien, souvent trop bruyant. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir. Êtes-vous blotti sous une couverture à Paris, en train de contempler les lumières de Montréal, ou peut-être dans un chalet suisse, entouré par le silence des montagnes? N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre coin du monde et l'heure qu'il est chez vous. J'adore voir notre communauté se rassembler autour de ces récits du passé. Si ces voyages dans le temps vous plaisent, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Chaque semaine, nous partons ensemble à la découverte de nouvelles époques, de nouveaux personnages, de nouvelles leçons que l'histoire a à nous offrir. Maintenant, laissons derrière nous les préoccupations de notre époque moderne. Fermez les yeux et imaginez-vous transporté dans la France du XIVe siècle, une période où la mort noire étendait son ombre sur l'Europe entière. L'aube se levait à peine sur la ville de Montpellier en ce printemps de l'an 1348. Thomas Beaumont, 23 ans à peine et fraîchement diplômé de la prestigieuse école de médecine, contemplait avec une certaine appréhension la lettre qu'il tenait entre ses mains tremblantes. « Vous êtes notre dernier espoir, maître Beaumont », avait supplié le messager la veille au soir, le visage creusé par l'épuisement après 3 jours de route ininterrompue. Notre village de Saint-Laurent-des-Combes est ravagé par la peste. Notre médecin est mort la semaine dernière et les corps s'accumulent dans les rues. Thomas passa une main dans ses cheveux châtains, encore indécis. Ses professeurs l'avaient prévenu que la grande mort noire qui balayait l'Europe depuis 2 ans finirait par toucher la région, mais il ne s'était pas attendu à y être confronté si tôt dans sa carrière. « Je ne suis qu'un novice », murmura-t-il pour lui-même en observant sa modeste chambre d'étudiant, ses précieux manuscrits médicaux soigneusement rangés sur une étagère en bois. Comment pourrais-je accomplir ce que des médecins expérimentés n'ont pu faire? Pourtant, le serment qu'il avait prêté résonnait dans son esprit. Il avait juré de porter secours aux malades, de préserver la vie lorsque cela était possible. Et puis, n'était-ce pas l'occasion de mettre en pratique les théories avancées qu'il avait étudiées avec tant d'ardeur? « Je partirai demain à l'aube », annonça-t-il finalement au messager qui attendait sa réponse dans la cour de l'université, le soulagement illuminant instantanément le visage de l'homme. La matinée suivante fut consacrée aux préparatifs. Son maître, le vénérable docteur Guillaume de Marseille, l'aida à rassembler l'équipement nécessaire pour affronter le fléau. « N'oublie jamais, Thomas, que la peste se propage par les miasmes corrompus, ces vapeurs putrides qui empoisonnent l'air, » lui rappela le vieil homme, tandis qu'ils préparaient ensemble le costume qui deviendrait bientôt sa seconde peau. « Ce masque te protégera. » L'objet en question ressemblait à une tête d'oiseau grotesque, avec un long bec courbé rempli d'herbes aromatiques, de lavande, de romarin et d'ambre. Respire à travers ces substances purifiantes, et les miasmes ne pourront t'atteindre, expliqua Guillaume en ajustant le masque sur le visage de son élève. La longue robe noire cirée, les gants en cuir épais et le chapeau à large bord complétaient l'accoutrement sinistre. Thomas pouvait à peine se reconnaître dans le petit miroir que lui tendait son maître. Il ressemblait davantage à un corbeau monstrueux qu'à un guérisseur. Dans sa sacoche en cuir, Thomas rangea méticuleusement ses instruments. Lancette pour les saigner, ventouse en verre pour extraire les humeurs corrompues, et une collection de fioles contenant diverses préparations. « Voici de l'onguent de mercure pour les bubons », indiqua Guillaume en lui tendant un pot à l'odeur métallique. « Et cette poudre de crapaud séché
mélangé à du sang de lézard et des pétales de rose, aidera à purifier le sang des malades. N'oublie pas les sangsues, elles te seront indispensables pour rétablir l'équilibre des humeurs. Thomas hocha la tête, notant mentalement chaque remède et son usage, bien qu'un doute persistant s'insinuait dans son esprit. Durant ses études, il avait parfois questionné l'efficacité de certaines pratiques, mais ce n'était guère le moment de remettre en question des siècles de tradition médicale. Et n'oublie pas, ajouta Guillaume en posant une main paternelle sur son épaule, recommande aux villageois de brûler du génévrier et du soufre dans leur maison. La fumée chassera les miasmes pestilentiels. Le voyage jusqu'à Saint-Laurent-des-Combes prit 3 jours à cheval. Plus Thomas s'approchait de sa destination, plus les signes de désolation devenaient évidents. Les champs étaient laissés à l'abandon, les routes désertes hormis quelques chariots transportant des corps enveloppés dans des linceuls. L'odeur de mort flottait dans l'air bien avant qu'il n'aperçoive les premières maisons du village. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Vêtu de son costume macabre, il traversa la place principale où quelques villageois hâves et terrifiés s'écartèrent sur son passage, certains se signant comme s'ils voyaient une créature de l'enfer. « Le médecin est arrivé !» cria une femme, et bientôt une petite foule se forma autour de lui, gardant néanmoins une distance respectueuse. « Sauvez-nous, maître! Par la grâce de Dieu, délivrez-nous de ce fléau !» supplia un homme aux traits émaciés, tenant un enfant fiévreux dans ses bras. Thomas sentit son cœur se serrer devant tant d'espoir dans leurs yeux. Comment leur expliquer que ses connaissances face à cette maladie étaient aussi limitées que celles de son prédécesseur ? « Conduisez-moi au malade, demanda-t-il d'une voix étouffée par son masque, et montrez-moi où je pourrai établir mon officine. » On le mena vers l'église, transformé en lazaret de fortune. L'odeur qui s'en dégageait était insoutenable, un mélange de sueur, d'excréments et de chair en décomposition. À l'intérieur, des dizaines de corps gisaient sur le sol de pierre, certains gémissant faiblement, d'autres immobiles, peut-être déjà morts. Thomas s'approcha du premier malade, un jeune homme dont le cou présentait un bubon noir et enflé de la taille d'un œuf. En posant sa main gantée sur le front brûlant du patient, Thomas réalisa pleinement l'ampleur de la tâche qui l'attendait et l'insuffisance cruelle des remèdes qu'il transportait. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir », promit-il au prêtre qui l'accompagnait, tout en sachant au fond de lui-même que ce pouvoir était terriblement limité face à l'implacable faucheuse qui rôdait dans chaque recoin de ce village condamné. Thomas passa sa première nuit à Saint-Laurent-des-Combes dans une petite chambre que le village avait mise à sa disposition, séparée des habitations principales. Allongé sur une paillasse rugueuse, il consulta ses manuscrits à la lueur vacillante d'une chandelle, cherchant désespérément dans les écrits de Galien et d'Avicenne une réponse que ses maîtres anciens ne pouvaient lui offrir. Les humeurs corrompues s'accumulent dans le corps des malades, murmura-t-il en parcourant les pages jaunies. La peste naît d'un déséquilibre entre le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme. Il faut purger ces humeurs viciées pour restaurer l'harmonie naturelle. Au matin, armé de ses certitudes fragiles, il enfila son costume protecteur et se dirigea vers le lazaret improvisé. L'air était lourd de ce que les savants appelaient miasmes pestilentiels, ces exhalaisons putrides qui, croyait-on, transportaient la maladie. Thomas sortit de sa sacoche un petit pot d'onguent qu'il appliqua sous son nez. Les miasmes pénètrent par les narines et corrompent l'esprit, avait enseigné son maître. Les parfums forts créent une barrière contre ces vapeurs mortelles. Dans l'église transformée en mouroir, Thomas mit en pratique les enseignements reçus à Montpellier. Cette femme souffre d'un excès de sang corrompu, expliqua-t-il au prêtre en examinant une patiente dont les bubons noirâtres déformaient entre le cou. Il faut libérer ces humeurs malignes pour permettre la guérison. Il sortit ses instruments de saignée, des lames soigneusement aiguisées et des coupes en étain. La femme gémit faiblement lorsqu'il incisa la veine de son bras, recueillant le sang sombre dans un récipient. « Le sang noir confirme la corruption », déclara-t-il,
avec une assurance qu'il était loin de ressentir. Les jours suivants virent se succéder les mêmes rituels impuissants. Thomas appliquait des ventouses chauffées sur la peau des malades pour attirer les humeurs nocives vers la surface, percer les bubons purulents pour évacuer le poison et préparer des décoctions amères à base de racines et d'herbes que les patients peinaient à avaler. Cette potion d'armoise et de tanésie chassera les miasmes de vos entrailles, affirmait-il à un jeune homme tremblant de fièvre, dont il savait au fond qu'il ne verrait probablement pas le prochain lever de soleil. Après une semaine, Thomas commença à remarquer un changement dans le regard des villageois. L'espoir initial s'était mué en une méfiance à peine voilée. Une mère arracha son enfant de ses mains lorsqu'il voulut examiner ses ganglions. « Tous ceux que vous avez saignés sont morts avant le lendemain », cracha-t-elle avec une haine née du désespoir. Thomas ne put rien répondre, car c'était la stricte vérité. Ces traitements, loin de soulager, semblaient accélérer le déclin des malades déjà affaiblis. Un soir, épuisé après avoir assisté à la mort de 3 enfants dans la même journée, Thomas s'isola près du puits du village. Il retira son masque à bec, respirant l'air frais pour la première fois depuis des heures. Un vieil homme s'approcha, gardant une distance prudente. « Il vous appelle le corbeau de la mort maintenant », dit-il sans animosité, juste comme une constatation. « Ils disent que votre arrivée a empiré les choses, que votre ombre apporte le trépas. » Thomas sentit son cœur se serrer. « Je ne fais qu'appliquer ce que l'on m'a enseigné, » répondit-il, la voix brisée par la fatigue et le doute. Les semaines passèrent et Thomas vit son statut changer radicalement. Les villageois qui l'avaient accueilli comme un sauveur se signaient désormais à son passage. Son costume noir, son masque au bec proéminent étaient devenus des symboles de terreur plutôt que d'espoir. On murmurait que ses potions étaient empoisonnées, que ses saignées servaient à recueillir le sang pour des rituels obscurs. Un matin, il trouva une branche de sureau, symbole de protection contre le mal, clouée à la porte de sa chambre. Le prêtre, qui avait été son seul allié, vint le trouver un soir alors qu'il consignait dans son journal les nombreux décès de la journée. « Vous devez comprendre leur peur, Thomas, » dit-il doucement. « Ils vous ont vu appliquer vos remèdes, et ils ont vu les malades mourir ensuite. Ils ne peuvent saisir que ces personnes seraient mortes de toute façon. Pour eux, votre silhouette est devenue aussi effrayante que celle de la mort elle-même. » Thomas hocha la tête, accablé par cette vérité. Son impuissance médicale s'était transformée en une réputation sinistre qu'il ne pouvait combattre. Cette nuit-là, contemplant les étoiles depuis sa fenêtre, Thomas comprit avec une clarté douloureuse que la médecine telle qu'il l'avait apprise n'était qu'un ensemble de rituels sans fondement, une danse élaborée autour de théories erronées qui ne faisaient que donner l'illusion du savoir face à l'incompréhensible. Et pourtant, que pouvait-il faire d'autre que de continuer à appliquer ces méthodes, aussi inefficaces soient-elles? Car abandonner ces pratiques serait admettre qu'il n'était rien de plus qu'un témoin impuissant devant la souffrance humaine, un rôle que son âme ne pouvait accepter. Cette nuit-là, contemplant les étoiles depuis sa fenêtre, Thomas comprit avec une clarté douloureuse que la médecine telle qu'il l'avait apprise n'était qu'un ensemble de rituels sans fondement. Une danse élaborée autour de théories erronées qui ne faisaient que donner l'illusion du savoir face à l'incompréhensible. Et pourtant, que pouvait-il faire d'autre que de continuer à appliquer ces méthodes, aussi inefficaces soient-elles? Car abandonner ces pratiques serait admettre qu'il n'était rien de plus qu'un témoin impuissant devant la souffrance humaine, un rôle que son âme ne pouvait accepter. L'aube suivante apporta avec elle un nouveau décompte macabre. 7 morts durant la nuit, dont 3 enfants que Thomas avait traités la veille. Il nota leurs noms dans son journal avec des mains tremblantes, ajoutant ces âmes à la liste déjà trop longue qui s'étalait sur plusieurs pages. « Maître Guillaume ne m'a jamais parlé de cela, » murmura-t-il en refermant le petit carnet de cuir usé. « Comment supporter de voir mourir tous ceux qu'on tente de sauver ?»
Les jours se suivaient, identiques et terribles. Thomas avait cessé de compter les bubons percés, les saignées pratiquées, les potions administrées. Chaque matin, il revêtait son costume sinistre avec des gestes de plus en plus lents, comme si le poids du masque à bec s'alourdissait de toutes les vies qu'il n'avait pu préserver. Dans les ruelles étroites du village, les habitants s'écartaient à son passage, certains se signant furtivement. « Voilà le médecin de la mort », chuchotèrent les voix derrière les portes entrebâillées. Ces mots le transperçaient plus sûrement que n'importe quelle lame. Un soir, alors qu'il tentait de soigner une jeune femme enceinte présentant les premiers signes de la maladie, le mari l'avait chassée avec une fourche. « Ne touchez pas à ma femme avec vos mains maudites. Tous ceux que vous soignez meurent », avait-il hurlé, le visage déformé par la peur et la colère. Thomas n'avait pas protesté. Comment aurait-il pu? L'homme disait vrai. Il était reparti sous la pluie battante, son sac de remèdes inutiles serré contre sa poitrine, la tête basse sous le poids invisible de tous ses échecs. La solitude devint sa seule compagne fidèle. Même le père Mathieu, qui l'avait d'abord accueilli avec bienveillance, évitait désormais de partager ses repas. On lui apportait sa nourriture devant la porte de sa modeste chambre comme à un lépreux. « C'est par précaution », avait expliqué le prêtre avec un sourire contraint. « Vous êtes si souvent au contact des pestiférés. » Thomas avait acquiescé, comprenant le message implicite. Sa présence était devenue aussi effrayante que la maladie elle-même. Les nuits étaient un des plus difficiles. Allongé sur sa paillasse, Thomas revoyait les visages de ceux qu'il n'avait pu sauver. La petite Marguerite aux tresses blondes, le forgeron aux mains puissantes, la vieille Adèle qui connaissait toutes les histoires du village, tous partis malgré ses efforts. Parfois, il se réveillait en sursaut, persuadé d'entendre leur voix l'accuser. « Pourquoi n'as-tu pas su nous guérir? Qu'as-tu fait de ton serment ?» Ces fantômes imaginaires étaient plus terrifiants que n'importe quel bubon noirâtre. Un matin de la 3e semaine, Thomas fit une découverte qui allait changer sa perception. En observant ses notes, il remarqua que les familles où plusieurs membres étaient tombés malades étaient celles qui avaient partagé le même espace confiné. Et si la maladie se transmettait par la proximité, se demanda-t-il, frappé par cette intuition. Il commença alors à conseiller l'isolement des malades, la séparation des familles, le lavage des linges et des mains avec du vinaigre. « Éloignez-vous des malades », répétait-il aux villageois qui l'écoutaient avec méfiance. « Ce n'est pas l'air corrompu, mais quelque chose d'invisible qui passe d'une personne à l'autre. » Certains suivirent ses conseils, plus par désespoir que par confiance. D'autres le traitèrent d'hérétique. « Il veut nous empêcher d'assister nos proches mourants. C'est contre la volonté de Dieu », s'écria un jour la femme du boulanger lors de la messe dominicale. Thomas, debout au fond de l'église, sentit les regards hostiles se tourner vers lui. Il quitta le sanctuaire avant la fin de l'office, le cœur lourd. Pourtant, dans les semaines qui suivirent, un fait troublant émergea. Les familles qui avaient suivi ces recommandations d'isolement semblaient moins touchées par de nouveaux cas. Thomas consigna ses observations dans son journal avec une excitation prudente. « Ce n'est pas une preuve, » écrivit-il, « mais peut-être une piste pour ceux qui viendront après moi. Si la peste revient un jour, que mes erreurs puissent au moins servir à d'autres. » Le printemps arriva, et avec lui, mystérieusement, le recul progressif de l'épidémie. Les nouveaux cas se firent plus rares, puis cessèrent presque entièrement. Les villageois attribuèrent ce miracle aux processions et aux prières, certains aux sacrifices de chats noirs qu'ils avaient pratiqués en secret. Thomas, lui, ne savait qu'en penser. La nature de la maladie restait une énigme, ses mécanismes obscurs. Mais une chose était certaine, il avait échoué à sauver la majorité de ses patients. Le jour de son départ, seule une poignée de villageois vint lui dire adieu.
Parmi eux se trouvait un homme dont il avait soigné la fille, l'une des rares survivantes. « Vous avez fait ce que vous pouviez, maître Thomas », dit-il simplement, en lui offrant un petit sac de provisions pour la route. Ce modeste geste de gratitude, le premier depuis son arrivée, fit monter les larmes aux yeux du jeune médecin. Sur le chemin du retour, Thomas réfléchit à tout ce qu'il avait appris. Les théories des humeurs et des miasmes s'étaient révélées insuffisantes. Mais ses observations sur la contagion par proximité méritaient d'être approfondies. Il décida de les partager avec la faculté de médecine, même s'il savait que ses idées seraient probablement rejetées par les maîtres attachés aux anciens textes. Peut-être que dans 100 ans, dans 1000 ans, quelqu'un comprendra vraiment cette maladie, pensa-t-il en regardant le village disparaître derrière lui. Et peut-être que nos erreurs d'aujourd'hui seront les fondations des vérités de demain.